Bonjour à tous. Quel progrès dans l'éducation. S'il y avait un homme à faire intervenir sur le sujet, c'est Grégoire Borst. Je vois qu'il y a une erreur sur les photos. Je ne suis pas Thierry Jobard, mais Pascal Didier. C'est Grégoire Borst. Et d'ailleurs, quand on a annoncé votre venue, j'ai vu plusieurs personnes publier des commentaires en disant il est génial, il faut absolument aller l'écouter. Grégoire Borst, pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-City, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfance du CNRS. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages de pédagogie ou des ouvrages grand public sur le sujet. Vous travaillez avec l'ensemble des acteurs de l'éducation et vous êtes membre du Bureau international de l'éducation pour l'UNESCO. Le dernier ouvrage paru, c'est Pédagogie et neurosciences, du dialogue impossible à la complémentarité, un livre écrit avec des grands noms également, Philippe Mérieux. Vous êtes là pour évoquer les progrès dans l'éducation dans les neurosciences. C'est une masterclass, donc je vais vous laisser la parole. Et il y aura ensuite un micro dans la salle pour les gens qui souhaitent vous poser des questions. C'est à vous, Grégoire. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer de ne pas être trop long sur ma présentation pour laisser le maximum de temps pour qu'on puisse interagir les uns avec les autres et que vous puissiez me poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Ah, ça passe là, mais je n'ai pas le retour. Bon, c'est pas grave, je le ferai sans retour. Mais il n'y a pas de retour écran là, donc je vais me décaler un peu. Ah si, super, ça y est, ça marche. Et donc je vais essayer effectivement de faire quelques points, je dirais très généraux sur là où on en est un peu de la compréhension du développement cérébral. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la façon dont il faut penser finalement l'éducation, la pédagogie, et puis essayer de voir finalement je dirais les grandes questions, les questions vives en éducation et comment on peut essayer d'adresser ces questions vives en éducation par le prisme qui est le mien. Donc c'est clair que j'ai évidemment un biais, je viens de la psychologie, je viens des sciences expérimentales, donc effectivement je vais aborder plutôt ces questions-là avec des approches qui sont des approches expérimentales et vous dire un peu là où on en est finalement de nos réflexions, puisque si on parle de progrès en éducation, l'idée c'est aussi de vous dire où est-ce qu'on en est, pas forcément des choses qui sont publiées depuis très longtemps, mais au contraire des choses qui sont en cours dans le laboratoire. Donc le laboratoire que je dirige au CNRS, c'est un laboratoire où il y a une 60aine de personnes. On essaye de comprendre quels sont les grands mécanismes de l'apprentissage dans le cerveau de l'enfant et dans le cerveau de l'adolescent, en utilisant différents types de techniques, notamment l'imagerie par résonance magnétique. On croise différents niveaux d'observation des apprentissages, alors du niveau génétique jusqu'au contexte culturel, au contexte social. Et puis on a tout un champ de nos recherches qui sont des recherches très appliquées, qui visent à essayer de déterminer quelles peuvent être des stratégies finalement pédagogiques qui peuvent être plus ou moins efficaces, notamment sur un point qui va être le point critique, qui est la question des inégalités éducatives. C'est-à-dire que vous entendez beaucoup parler de la question du niveau, on entend beaucoup parler du niveau en français et en mathématiques. En fait, ce n'est pas la problématique de notre système éducatif. Il faut être très clair, la vraie problématique de notre système éducatif, c'est la problématique des inégalités éducatives. Que nous sommes l'un des pays au monde, et notamment des pays de l'OCDE, dans lequel les inégalités éducative, c'est-à-dire que le fait que votre origine sociale dicte d'une certaine manière votre devenir scolaire et plus généralement votre devenir éducatif. Juste à titre d'exemple, pour vous donner une idée, si vous regardez la France, comment elle se positionne notamment sur un des scores à PISA, ici c'est en mathématiques il me semble, si vous avez les deuxièmes générales et techniques, vous voyez, par rapport aux secondes pro et les troisièmes qui sont en retard, il y a une inégalité extrêmement importante, notamment en fonction des filières, sachant qu'on oriente massivement les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés vers les secondes pro, ce qui est aussi une difficulté et une problématique spécifique à notre système. Et puis vous pouvez regarder les élèves le score à PISA en fonction de l'origine sociale des élèves, les élèves qui viennent de milieux sociaux très défavorisés et ceux qui viennent de milieux très favorisés. Et si vous regardez la différence finalement de score à PISA, PISA étant la grande étude qui est faite tous les 4 ans sur les résultats et sur les apprentissages des élèves, notamment dans les apprentissages fondamentaux, compréhension de l'écrit et mathématiques, résolution de problèmes notamment. Vous pouvez regarder le delta qui existe entre ces deux populations. Et en France, vous avez un delta qui est beaucoup plus important que dans d'autres pays. Ce qui est un peu un paradoxe, parce que souvent on nous dit oui, mais il y a des inégalités dans la société. Oui, certes, sauf que la France est quand même un des pays dans lequel la protection sociale est la meilleure. Donc il y a quand même un paradoxe ici. Comment on fait
pour créer autant d'inégalités dans notre système éducatif, alors même que nous sommes un pays dans lequel, finalement, on a une protection sociale qui est plutôt bonne et des inégalités qui sont peut-être moins fortes que dans d'autres pays. Donc ça, c'est, je dirais, une question réellement vive en éducation. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la problématique du niveau pour réellement se poser la question de savoir comment on arrive à adresser la problématique des inégalités éducatives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, finalement, un pacte républicain qui fonctionne si on n'arrive pas à avoir une école qui est moins inégalitaire. Et je pense que c'est au cœur même d'une des problématiques fortes de nos sociétés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de connaissances, notamment sur le développement cérébral. On connaît beaucoup plus de choses sur la façon dont le cerveau se développe. On sait par exemple, ce que je vous ai présenté, ce que je vous présente à gauche de cette diapositive, c'est en gros les courbes de croissance du cerveau. Et vous voyez tout de suite quelque chose qui vous apparaît immédiatement, c'est que la particularité du cerveau humain, c'est qu'il n'y a pas une seule courbe de croissance. Donc, si vous prenez un carnet de santé, si vous l'ouvrez à la page par exemple de la taille ou du poids, vous n'aurez qu'une seule courbe avec une asymptote. À un moment, vers 18 ans, on arrive à sa taille adulte. Pour le cerveau, c'est un peu plus complexe que cela. Le cerveau se développe de façon asynchrone. Il se développe à différents rythmes dans différentes régions cérébrales. Il a une autre particularité, c'est qu'il commence à se développer très tôt. Il se développe in utero. Quelques jours après la fécondation de l'œuf, on a déjà les prémices d'un système nerveux central, c'est-à-dire cerveau et moelle épinière, quelques cellules nerveuses qui vont se multiplier à un rythme extrêmement rapide. Et l'autre particularité du cerveau, c'est qu'à la naissance, il n'a pas du tout fini son développement. Et il va continuer à se développer pendant plus de 20 à 25 ans ex utero après la naissance. Ça veut dire que le développement du cerveau humain est extrêmement long. Beaucoup plus long que dans n'importe quelle autre espèce. À titre de comparaison, si vous comparez par exemple à nos cousins les grands singes, les singes, leur cerveau se développe 4 fois et demi moins longtemps que notre cerveau. Et donc évidemment, ça offre des opportunités. C'est-à-dire que le fait que ce développement cérébral s'opère sur un temps aussi long, ça offre des opportunités en termes d'apprentissage parce que pendant cette période de 20 à 25 ans pendant laquelle le cerveau va se développer, le cerveau est particulièrement plastique. Plastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, il va se transformer très rapidement, notamment du fait des apprentissages dans lesquels nous nous engageons. Et c'est ce que vous voyez sur la droite de cette diapositive. Ici, c'est chez des jeunes adultes. Il y a évidemment de la plasticité en dehors de la période du développement cérébral, c'est ce qui nous permet d'apprendre tout au long de la vie. Ce que vous voyez sur la droite de cette diapositive, c'est une expérience Princeps qui montre justement ces mécanismes de neuroplasticité dans le cerveau humain. Ici, on va tester des jeunes adultes âgés d'une trentaine d'années, et on va leur demander d'apprendre à jongler pendant 3 mois. Donc c'est des jeunes adultes qui ne savent pas jongler, on leur apprend à jongler pendant 3 mois, on réalise une IRM de leur cerveau avant et après apprentissage du jonglage, et ce qu'on observe, c'est qu'on a des modifications de la structure du cerveau dans un certain nombre de régions, notamment dans le cortex occipital, c'est ce que vous avez derrière votre cerveau, dans des régions qui sont typiquement impliquées dans votre capacité à suivre plusieurs objets en mouvement dans votre champ visuel. C'est typiquement une des compétences que vous développez et qui va sous-tendre votre capacité à apprendre le jonglage. Donc tout apprentissage est sous-tendu par des modifications du cerveau. La particularité du cerveau de l'enfant et de l'adolescent, c'est que ces apprentissages s'opèrent à des rythmes beaucoup plus importants que chez l'adulte parce que la neuroplasticité est plus forte. Et donc cette neuroplasticité, elle va être très forte dans les premières années de la vie, et puis elle est aussi très forte pendant la période de l'adolescence. Ça, c'est un peu un angle mort de la recherche aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup insisté sur les 1000 premiers jours de l'enfant, et on a oublié que la période de l'adolescence est une période dans laquelle la neuroplasticité cérébrale est quasiment aussi forte que dans les 1000 premiers jours. Et donc ça veut dire deux choses. D'une part, ça veut dire qu'on peut toujours compenser pour des environnements qui ont été non optimaux, y compris au début de la vie. Et puis la deuxième chose, ça veut dire que ce cerveau adolescent, il est très vulnérable. C'est un cerveau particulièrement vulnérable. Et ça explique en partie des choses qu'on peut observer aujourd'hui, notamment post-Covid, l'augmentation extrêmement importante des symptômes dépressifs, notamment à l'adolescence. Mais je vais essayer d'y revenir si j'ai un peu de temps pour vous en parler. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à mettre en évidence depuis une vingtaine d'années dans le domaine des neurosciences, c'est qu'on est capable aujourd'hui de comprendre la neuroplasticité du cerveau. On est capable aussi de comprendre comment ce cerveau se développe. Vous me direz, oui, mais qu'est-ce que ça a comme incidence pour l'éducation? C'est absolument fondamental. Globalement, la première chose qu'on devrait expliquer à un élève, c'est que son cerveau est plastique. Et pourquoi il faut lui expliquer? Parce que les élèves ont des représentations implicites de l'intelligence qui sont plutôt des représentations de l'intelligence qui sont fixées. C'est-à-dire qu'en gros, si vous leur posez des questions comme « tu as un certain niveau d'intelligence et tu ne peux pas faire grand-chose pour en changer », ils sont plutôt d'accord avec ce type d'affirmation. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire pour développer leur intelligence. Et donc vous imaginez bien que vous pouvez mettre en place le meilleur type de pédagogie possible dans une classe. Si vos élèves considèrent qu'ils ne peuvent rien faire pour progresser,
vous n'aurez pas effectivement de progrès de ces élèves-là. Et a fortiori, comme les élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés ont d'autant plus ce type de conception sur l'intelligence, vous aurez d'autant plus de difficultés à réduire les inégalités éducatives. Donc si on construit un système éducatif dans le bon sens, globalement, la première chose qu'il faudrait pouvoir faire, c'est expliquer comment fonctionne le cerveau. Parce que, pour être assez trivial, sans cerveau, vous n'apprenez pas. Vous n'êtes malheureusement pas des blobs. Et comme vous n'êtes pas des blobs, vous avez besoin d'un cerveau pour apprendre. Si je retire votre cerveau, évidemment, ce n'est pas possible, mais si on faisait une expérience dans laquelle on retirait le cerveau des élèves, je vous assurais qu'il n'y aurait plus aucun apprentissage. Donc c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'ils devraient pouvoir comprendre comment ce cerveau fonctionne, comment il se développe, et surtout, au cœur de tout ça, comprendre que leur cerveau est plastique. Parce qu'une fois que vous avez compris que votre cerveau est plastique, vous ne pouvez plus avoir comme représentation de l'intelligence et de vos apprentissages le fait que vous ne pouvez rien faire d'une certaine manière pour progresser. Donc je dirais c'est le préalable, c'est de pouvoir rentrer dans les apprentissages en étant absolument persuadé que vous allez pouvoir progresser parce que justement votre cerveau est plastique et vous donne cette possibilité-là. Il y a un certain nombre de programmes qui ont été testés dans le milieu scolaire pour savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça a du sens d'aller expliquer ça à des élèves, notamment au collège. C'est une expérimentation qui a été menée notamment par l'association Énergie Jeune. Sur 97 collèges, 75% en réseau d'éducation prioritaire, donc on cible vraiment les élèves qui sont scolarisés et qui viennent de milieux sociaux les moins favorisés, dans 1000 classes, de la 6e à la 3e, sur 23 000 élèves. Donc c'est une expérimentation de très large ampleur. Et ce que montre cette expérimentation, simplement rapidement, c'est que si vous faites des interventions en 6e, vous avez des effets positifs, notamment sur cette représentation de l'intelligence, et avec l'idée que vous avez réussi à promouvoir une vision plus malléable de l'intelligence, c'est-à-dire des élèves qui auront plus de facilité à s'engager dans les apprentissages parce qu'ils pensent qu'effectivement, s'ils investissent du temps et des efforts, ils peuvent progresser. Et c'est vrai que ce soit pour la 5e, la 4e ou la 3e. Donc vous avez des effets sur des temps longs qui varient en fonction du genre. On n'a pas tout à fait la même réceptivité à ce type d'intervention pour les filles que pour les garçons. Ça marche plutôt mieux chez les filles. Ça marche plutôt mieux chez les élèves qui ne bénéficient pas d'aide sociale, et c'est toujours une des problématiques. Alors même qu'on cible plutôt les élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés, il s'avère que ça marche plutôt mieux pour les élèves qui viennent de milieux sociaux plus favorisés, mais ça a aussi un effet qui est dépendant du type de notes que ces élèves peuvent avoir, avec l'idée effectivement que vous pouvez aussi, y compris, avoir des effets positifs sur les apprentissages des élèves. Donc voilà, d'où l'enjeu finalement de parler du cerveau aux élèves, et ça c'est un des progrès que, en tout cas, on peut espérer pour l'éducation, c'est que progressivement, dans les programmes, on puisse avoir une place dès la maternelle pour le cerveau, l'explication de comment fonctionne le cerveau et de façon plus générale des stratégies qu'il faut engager au cours des apprentissages. On a aussi aujourd'hui la capacité d'aller regarder ce qui se passe en termes de plasticité cérébrale, y compris dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Avec encore une fois une question importante de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'expliquer ça aux élèves? C'est-à-dire que c'est un peu un paradoxe, notre système éducatif. On demande aux élèves d'acquérir des outils culturels complexes, la lecture, les mathématiques. On ne leur explique jamais pourquoi, ni comment. Et je ne vois pas comment vous pouvez être motivé si on ne vous explique ni le pourquoi, ni le comment de vos apprentissages. Donc il faut qu'on sorte un peu de ce discours, les élèves ne sont plus motivés, et ainsi de suite, et qu'on se dise finalement, dans le système éducatif, comment on fait pour que, de façon systématique, évidemment qu'il y a des enseignants qui le font, la question n'est même pas là, il y a plein d'enseignants qui le font. La question, c'est que ce soit systématique, c'est-à-dire que tous les enseignants de CP, systématiquement, la première chose qu'ils fassent, quand ils commencent à enseigner la lecture, c'est qu'ils expliquent le pourquoi de la lecture et le comment de la lecture. Et ça va jusqu'à expliquer ce qui se passe dans le cerveau humain. Parce que apprendre à lire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe pour le cerveau humain. Alors, l'écriture est apparue il y a 5400 ans, et pourtant, tous les enfants du monde qui naissent aujourd'hui n'ont toujours pas un cerveau lecteur à la naissance. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir acquérir cet outil culturel, que notre cerveau bricole, qu'il se réorganise pour prendre en charge l'acquisition de cet nouvel outil culturel. Et c'est quoi apprendre à lire? En fait, apprendre à lire, c'est faire quelque chose qui est assez contre nature pour notre cerveau. C'est d'arriver à faire travailler les aires de la vision avec les aires du langage. Les aires de la vision, ici, vous les voyez représentées en bleu, notamment, et en bleu et en rouge, notamment cette région en rouge, qui est une région extrêmement importante pour la lecture, qui est une région de notre système visuel qui va développer une expertise pour reconnaître les lettres et les mots écrits, vous en avez besoin pour bien lire, et ensuite ces informations doivent être transférées dans les aires du langage qui sont ici représentées en orange,
Et cette connexion entre les aires visuelles et les aires du langage, elle ne préexiste pas dans le cerveau humain avant l'apprentissage de la lecture. C'est au cours de l'apprentissage de la lecture que progressivement, on va construire une connectivité préférentielle entre les aires visuelles et les aires du langage. Et c'est ce qui va nous permettre de faire l'association entre ce qu'on appelle les graphèmes, la façon dont on écrit les sons de la langue, avec les phonèmes, c'est-à-dire justement ces sons de la langue. Et c'est ça qu'on appelle le décodage graphophonémique. Quand on dit qu'il faut enseigner le décodage graphophonémique aux élèves, en fait, c'est ça qu'il faut apprendre. C'est-à-dire qu'il faut apprendre au cerveau des élèves de façon systématique à associer la façon dont les sons de la langue s'écrivent à leurs sons, de telle manière à ce qu'ils puissent prononcer et décoder les lettres et les mots écrits. Et ça, c'est extrêmement complexe. Ça prend 3 à 4 ans pour créer ces connexions. Vous imaginez, c'est 3-4 ans, ce n'est pas du tout le CP. C'est tout à fait normal que vous ayez des élèves qui, à la fin du CP, n'arrivent pas encore à décoder de façon extrêmement fluide des mots. Ça va prendre 3 à 4 ans pour devenir un décodeur expert. Et ça, c'est même pas la fin, c'est même pas être un lecteur expert. Je rappelle que l'enjeu de la lecture, c'est de comprendre le texte. Donc, c'est-à-dire que c'est la première étape. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui est d'être un bon décodeur expert de telle manière à ce que vous puissiez rentrer dans le sens du texte. Et ça prend encore 3 ans. Donc il faut 6 ans pour devenir un lecteur expert. Aucun élève n'a cette information. C'est quand même, vous leur demandez des efforts pendant 6 ans et vous le faites à l'aveugle. Ça n'a aucun sens. Et comme vous le faites à l'aveugle, évidemment, vous renforcez les inégalités, parce qu'il y a des familles dans lesquelles on explique ça. Mais c'est plutôt les familles qui viennent de milieux sociaux favorisés. Évidemment pas les familles qui viennent de milieux sociaux moins favorisés, qui n'ont pas forcément lu le dernier livre sur le cerveau et la lecture. Et donc, il y a un enjeu, et c'est le rôle de l'école d'expliquer cela. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain progressivement, à mesure que vous devenez un décodeur expert? Vous n'allez plus utiliser ce qu'on appelle la voie indirecte de la lecture, qui va des aires visuelles en passant par les aires du langage en orange pour accéder au sens des mots. Vous allez utiliser la voie directe de la lecture, qui va des aires visuelles directement au sens des mots. Et c'est ça, devenir un décodeur expert. C'est cette plasticité-là qu'il faut pouvoir engager dans le cerveau humain. Encore une fois, c'est ça que vous devez expliquer à un élève. Et lui dire surtout que ça ne peut pas s'opérer qu'à l'école. C'est-à-dire que pour devenir un décodeur expert, il faut lire à la maison. Il n'y a pas d'autre solution. Et il faut lire beaucoup. Parce qu'en fait, la lecture, c'est un auto-apprentissage. Une fois qu'on vous a appris de façon très explicite le code, c'est à vous de vous entraîner pour devenir un lecteur expert. Il n'y a pas d'autre solution. Et si vous n'avez pas réussi à être un décodeur expert avant la fin du CE2, alors c'est foutu. C'est terrible à dire, mais c'est foutu parce que vous n'arriverez pas à rentrer dans le sens du texte. Et comme à partir du CM1, c'est ce qu'on attend dans le programme, c'est d'accéder au sens, à ce moment-là, vous allez de fait être en retard systématiquement, ce qui aura des conséquences sur votre destin scolaire. Donc il y a un véritable enjeu. On a 3 ans en gros pour que les enfants deviennent des décodeurs experts. Et pour pouvoir faire ça, il faut faire 2 choses. D'une part, leur expliquer ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut, pendant qu'ils apprennent à être des décodeurs experts, leur lire des livres. Parce que sinon, c'est la double peine. C'est-à-dire que, ils apprennent à décoder, c'est hyper chiant, c'est super difficile à faire. Et en plus, plus personne leur lit des livres parce qu'on leur dit maintenant, tu sais lire, tu lis par toi-même. Sauf qu'en fait, ils sont incapables d'accéder au sens du texte. Et donc, il faut lire des textes, évidemment, à la maison, ou simplement qu'on leur raconte des histoires, ça marche exactement de la même manière, mais aussi à l'école. C'est-à-dire que les enseignants de CP, de CE1 et de CE2, ils doivent trouver du temps pour lire des livres à leurs élèves. Parce que sinon, je ne vois pas comment ils vont devenir des décodeurs experts, parce que quel est l'intérêt pour eux d'apprendre à lire? Encore une fois, personne ne leur a dit quel est l'intérêt. D'où l'enjeu, effectivement, sur la base de ces nouvelles connaissances sur le cerveau, d'essayer d'expliquer ça à un élève, parce qu'effectivement, ça donne du sens à ses apprentissages. Moi, je vais passer un peu. On peut faire d'autres choses aujourd'hui. On a la capacité d'aller regarder, par exemple, dans le cerveau in utero, c'est-à-dire qu'on a la capacité de faire de l'imagerie pour aller regarder le cerveau avant même la naissance de l'enfant. Et on peut aller notamment s'intéresser, c'est des choses qu'on fait au laboratoire, à la façon dont le cerveau va se plisser. Alors, la particularité des plis du cerveau, c'est un peu, chacun d'entre nous a des plis qui lui sont propres. C'est-à-dire que c'est un peu comme notre empreinte digitale. On a une empreinte digitale de notre cerveau, chaque cerveau est différent. Et ces cerveaux, ils ont des plissements qui sont un peu différents d'un cerveau à un autre. Et l'intérêt de ces plis, c'est qu'ils se mettent en place in utero, avant la naissance, et qu'après la naissance, ces plis ne bougent plus.
ni du fait de l'acquisition de certains outils culturels, ni du fait de l'environnement. Ils sont assez déterminés. Et donc, ça nous permet d'évaluer quelque chose d'intéressant pour un neuroscientifique, mais aussi pour l'éducation. C'est en quoi le cerveau contraint nos apprentissages. Souvent, on regarde plutôt comment nos apprentissages transforment le cerveau, mais on peut regarder aujourd'hui, on peut poser la question inverse, c'est comment finalement notre substrat biologique va contraindre et expliquer en partie la variabilité qu'on observe dans la réceptivité aux apprentissages des élèves. Et donc c'est ce qu'on a mené comme recherche au laboratoire. On a regardé notamment un de ces plis dans le cerveau humain, qui est notamment dans la région qui va développer une expertise spécifique au cours de la lecture pour la reconnaissance visuelle des lettres et des mots écrits. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fonction du fait que votre sillon soit continu ou discontinu, ça crée, c'est explicatif de variabilité observée en termes d'acquisition de la lecture. Et c'est vrai chez les enfants, mais comme c'est quelque chose qui est mis en place très tôt et que ça ne bouge plus au cours du développement cérébral, c'est vrai aussi chez les adultes. On a répliqué exactement la même étude chez des adultes, et ça prédit aussi la variabilité des compétences de lecture chez l'adulte, pas uniquement chez l'enfant. Donc ça, c'est en gros comment le cerveau contraint nos apprentissages. Et ça explique en partie la variabilité observée dans les classes. C'est ce sur quoi on ne peut pas jouer, en gros. C'est en gros la part de contraintes biologiques sur nos apprentissages. Alors c'est une toute petite partie de la variabilité observée, mais ça montre qu'effectivement, il y a des interactions entre gènes, substrat biologique et environnement, et que ça explique en partie l'hétérogénéité de la réceptivité des apprentissages dans les classes aujourd'hui. Je passe un peu, je vais vite. La deuxième chose qu'on peut aller interroger maintenant, à l'aide des neurosciences, c'est de donner une réalité aux inégalités sociales et aux inégalités éducatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller regarder comment le milieu social d'origine impacte le cerveau en développement. Et c'est ce que vous voyez au centre de cette diapositive. Ici, c'est un cerveau vu de côté. Ce qui est représenté ici en rouge et en jaune, c'est l'ensemble des régions du cerveau dont le développement est impacté par le milieu social d'origine des enfants. Et ce que vous voyez, c'est que ce n'est pas une petite région du cerveau. Et si vous regardez plus spécifiquement quels sont les systèmes qui sont impactés par le milieu social dont le développement est impacté par le milieu social d'origine de ces enfants, on a tous les systèmes liés au langage, tous les systèmes liés à la mémorisation à long terme des informations, tous les systèmes liés à la régulation des émotions, tous les systèmes impliqués dans l'apprentissage des règles. Bon, écoutez, tout est dit. C'est-à-dire que vous impactez tous les systèmes dont vous avez besoin pour apprendre. Et donc, c'est effectivement un enjeu de comprendre qu'en fait, les inégalités éducatives, elles émergent parce que le milieu social d'origine impacte le développement cérébral. À part si vous êtes des dualistes forcenés, il n'y aurait pas d'inégalité éducative si le milieu social d'origine ne produisait pas des effets sur le cerveau en développement. Encore une fois, pour apprendre, vous avez besoin de votre cerveau. Et donc, évidemment, ce n'est pas la CSP qui explique l'effet observé, c'est les caractéristiques qu'on observe de façon récurrente dans ces milieux sociaux d'origine. Par exemple, le fait que les enfants sont beaucoup plus soumis à du stress chronique. Le fait que vous soyez soumis à du stress chronique, ça a un impact sur une hormone que vous connaissez bien, qui est le cortisol. Et la problématique du cerveau humain, c'est qu'il a plein de récepteurs au cortisol. Donc quand vous augmentez le taux de cortisol dans le corps humain, ce cortisol vient se fixer dans le cerveau et affecte le développement de ces régions. C'est vrai aussi pour la qualité du sommeil. Si vous vivez dans des environnements dans lesquels il y a plus de personnes au mètre carré, vous avez plus de risques d'avoir des interférences de votre sommeil. Et comme le sommeil est très impliqué dans le développement cérébral et notamment dans les mécanismes de neuroplasticité associés à la mémoire, ça va avoir des impacts directs sur vos apprentissages. Et puis, c'est vrai aussi pour l'environnement cognitif et émotionnel. C'est-à-dire que quand vous vivez dans des familles plus favorisées, vous allez plus souvent au théâtre, au musée et ainsi de suite. Et toutes ces stimulations cognitives jouent aussi sur le développement cérébral. Donc c'est une nouvelle façon finalement d'aller interroger ces inégalités éducatives en comprenant qu'ils produisent des effets sur le cerveau et de se poser la question de savoir quels pourraient être des dispositifs qui réduiraient finalement l'effet du milieu social sur le cerveau en développement pour permettre une réduction des inégalités éducatives. Donc c'est là où on en est finalement des questions qu'on se pose vives en éducation, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place globalement pour réduire les inégalités éducatives ? On sait que ces inégalités éducatives, on les observe extrêmement tôt. C'est une de mes doctorantes qui s'appelle Margot Rémo, qui a la particularité de travailler à la DEP, la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, qui est
service statistique du ministère de l'Éducation nationale. Et il y a 4 ans, le ministère a lancé une étude qui s'appelle le panel petite section de maternelle. Et l'intérêt de ce panel, c'est qu'il a regardé, il a fait en gros une image des inégalités au moment de l'entrée à la maternelle. C'est-à-dire que une partie des enfants de maternelle ont participé à ce panel. Et ce que montre cette étude, c'est que globalement, quand vous vous intéressez à savoir comment le milieu social d'origine impacte les capacités de langage oral et les capacités mathématiques des enfants de maternelle, on parle des enfants de 3 ans qui viennent juste de rentrer à la maternelle, vous avez déjà des effets du milieu social d'origine sur les compétences langagières de l'enfant et sur ses compétences mathématiques. Ce n'est pas surprenant, puisque je vous ai dit que le milieu social d'origine impactait déjà le cerveau, et y compris, et notamment, les aires du langage. Mais ce qui est plus intéressant dans cette étude, c'est que ce qu'on a montré, c'est que cet effet, il n'est pas direct, en fait. Il impacte un certain nombre de mécanismes qui sont des mécanismes transversaux importants pour tous les apprentissages, notamment des mécanismes qui sont liés à votre capacité à mémoriser et à maintenir des informations pendant quelques dizaines de secondes et à les manipuler, ou votre capacité à être flexible, à changer de stratégie quand une stratégie ne fonctionne pas, ou votre capacité à résister à la force des habitudes, c'est-à-dire de changer de stratégie quand elle ne fonctionne pas. Et que globalement, ce qui explique les différences à l'entrée à la maternelle sur des domaines académiques relève en fait de l'effet du milieu sur des mécanismes transversaux impliqués dans tous les apprentissages, qui ne sont pas du tout spécifiques au français ou aux mathématiques. Donc quand on veut se poser la question de savoir mais comment on réduit les inégalités éducatives, vous avez 2, je dirais, approches. Il y a les approches du ministère, qui, bon, je vais être assez direct, ne marchent pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a des problématiques d'inégalité éducative en maths et en français, on dit on va faire plus de maths, plus de français. Oui, mais ça marcherait si les problématiques et si le milieu social d'origine impactaient uniquement des processus cognitifs et socio-émotionnels qui sont spécifiques aux mathématiques et au français. Sauf que précisément, le milieu social d'origine, ça ne joue pas sur des mécanismes qui sont propres aux mathématiques et au français. Ça touche à des mécanismes qui sont transversaux, qui sont impliqués dans tous les apprentissages. Et donc, le véritable enjeu, c'est probablement de cibler ces mécanismes-là et de savoir comment, en tant qu'enseignant, on peut développer ce type de compétences transverses qui sont impliquées dans tout type d'apprentissage, de telle manière à réduire effectivement les inégalités éducatives. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On travaille notamment au laboratoire sur des dispositifs qui visent à développer la métacognition des élèves, c'est-à-dire leur connaissance sur les processus et les stratégies d'apprentissage qu'ils utilisent au cours de tout type d'apprentissage, que ce soit en français, en mathématiques, en histoire-géographie ou en sciences. Alors la métacognition, globalement, c'est les capacités d'autoréflexivité des élèves. Il y a 2 grands champs, finalement, dans la métacognition. Ce qui relève des connaissances métacognitives, globalement, par exemple, savoir que j'ai des forces et des fragilités dans certaines matières, mais pas dans d'autres. C'est-à-dire reconnaître où j'ai des facilités et là où j'ai plus de difficultés. Ça, c'est une connaissance métacognitive. On a tous des connaissances métacognitives. On sait qu'on peut avoir des difficultés dans un domaine, mais peut-être moins dans un autre. C'est des connaissances sur les tâches en elles-mêmes, savoir que certaines activités demandent plus de ressources, donc il va falloir que je sois plus concentré, il va falloir que je fasse plus attention dans ce contexte-là. C'est aussi des connaissances sur les stratégies, savoir que certaines stratégies sont plus pertinentes dans une tâche donnée, savoir que dans cette tâche-là, je peux plutôt utiliser cette stratégie ou cette procédure, et dans une autre tâche, je peux utiliser un autre type de procédure. Et puis, c'est aussi des compétences métacognitives, c'est-à-dire des stratégies en elles-mêmes. C'est savoir, par exemple, planifier. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer tout de suite une activité. Je vais déjà essayer de définir le but de mon activité. Je vais essayer de sélectionner les stratégies qui sont les plus pertinentes. Au cours de l'activité, je vais superviser globalement la procédure que j'utilise. Et puis, je vais me poser la question, ça marche vraiment ? Je vais vraiment réussir à trouver la solution du problème ? Est-ce que je ne peux pas trouver d'autres solutions pour faire la tâche un peu différemment ? Et puis à la fin, c'est évaluer. Est-ce que je suis capable d'apprendre de mes erreurs ? Est-ce que vraiment j'ai utilisé la meilleure stratégie dans ce contexte-là ? Et le pari qu'on fait au laboratoire, c'est que ça, c'est enseignable dès la petite section de maternelle. Et que c'est ça qu'il faut essayer d'enseigner pour essayer de réduire les inégalités éducatives. Et que c'est ça le véritable enjeu. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'intervenir trop tard. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de le faire un peu plus tard. Et en fait, la mère de toutes les batailles, c'est la maternelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réduit les inégalités avant l'apprentissage de la lecture, alors on se retrouve dans une situation extrêmement complexe. Parce qu'à partir du moment où vous avez des inégalités dans le domaine de l'apprentissage de la lecture, comme la lecture, c'est l'entrée dans tous les autres apprentissages, vous allez avoir de fait des difficultés pour ces élèves qui auront mal après à lire. Et donc, on a différents types de dispositifs. Premier dispositif qu'on a testé et sur lequel qu'on est en train de publier, c'est d'intervenir directement auprès des élèves de grande section et de moyenne section de maternelle. Donc c'est avec une approche expérimentale, on teste l'efficacité du dispositif.
il y a la moitié des élèves qui bénéficient du dispositif, l'autre moitié qui bénéficie d'un autre dispositif, et puis on va évaluer leurs compétences métacognitives, mais aussi leurs compétences langagières et mathématiques avant, après l'intervention. Et puis, comme on a des conventions avec le ministère, on peut suivre avec les évaluations nationales les trajectoires de ces élèves pour regarder si on réduit effectivement un peu les inégalités éducatives. Donc c'est cette séance qui permet d'expliquer le fonctionnement du cerveau, les stratégies de planification, de monitoring et d'évaluation, et de regarder ensuite qu'est-ce que ça produit, est-ce que ça se transfère à des apprentissages scolaires fondamentaux. Donc ça, c'est le type de matériel qu'on utilise. Ça, c'est une autre de mes doctorantes qui s'appelle Mélanie Pinero, qui explique aux élèves comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce que c'est que la neuroplasticité cérébrale, mais aussi qui enseigne de façon extrêmement systématique, avant, pendant, après, les types de stratégies métacognitives qu'il faut mettre en place. Et puis ensuite, c'est des visuels qui sont utilisés dans la salle de classe et qu'on laisse dans la salle de classe, que l'enseignant peut utiliser au cours de n'importe quelle séquence pédagogique. Globalement, qu'est-ce que ça produit ? Si on regarde dans le domaine mathématique, les opérations arithmétiques, le groupe qui a bénéficié du dispositif est en bleu, celui qui n'a pas bénéficié du dispositif est en gris. Les deux groupes sont différents avant l'entrée dans le dispositif. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui bénéficient et qui progressent le plus dans le domaine des opérations arithmétiques est le groupe qui bénéficie d'une intervention sur la métacognition. Donc ça a l'air de fonctionner. Et c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en éducation, il faut imposer effectivement le fait qu'il y ait une évaluation systématique des dispositifs avant qu'ils soient déployés à grande échelle. Ça paraît une évidence, mais aujourd'hui, dans notre système éducatif, on déploie à très, très, très grande échelle un certain nombre de dispositifs sans jamais les avoir évalués. Vous savez par exemple que ce qui a été déployé en termes d'IA, par exemple, pour les maths et le français, pour le lycée, ça a été déployé à très grande échelle sans aucune évaluation au préalable. Et notre système éducatif a une particularité, ça paraît paradoxal en France, c'est qu'il réforme trop et il met en place de façon trop rapide. Si vous regardez nos voisins allemands, ils ne généralisent pas à l'échelle du pays, mais à l'échelle de région. Et quand ils généralisent, il prend 5 ans pour généraliser. En France, on prend 2 ans. Donc évidemment, il n'y a aucune étape d'évaluation préalable. Et donc, une fois sur deux, on a des réformes qui ne produisent pas les effets espérés. Le dédoublement des classes, c'est 20% d'un écart type. Vu ce que ça a coûté, c'est une réforme qui n'est pas, je dirais, efficace en termes d'argent public qui a été investi. Parce qu'on a juste oublié une chose. Je vous invite à aller regarder le rapport de la Cour des comptes là-dessus. On a oublié de former les enseignants. Si vous divisez les classes par 2 et que vous avez la même pédagogie, vous obtenez les mêmes effets en termes d'apprentissage. Donc en fait, c'est quand même incroyable. Sur chacune des réformes, on oublie systématiquement une chose, c'est provisionner du budget pour faire de la formation des enseignants. Si vous ne formez pas les enseignants, vous n'avez pas d'effet sur les apprentissages des élèves. Ça paraît une évidence, mais en fait, de façon assez systématique dans les politiques éducatives, on oublie systématiquement de se dire on va faire comment pour former les enseignants. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, puisque c'est très bien d'aller intervenir dans les écoles, mais comme on est 58 au laboratoire et qu'on est 5 à travailler sur cette thématique, vous imaginez bien qu'on aura du mal à généraliser à l'échelle du pays. Donc on essaye de monter à l'échelle progressivement. Ici, on a réussi, dans l'Académie d'Aix-Marseille, à débloquer 18 heures de formation pour 23 enseignants. Et ces 23 enseignants, on les a formés à utiliser des gestes professionnels autour de la métacognition pour les enfants de grande section et de moyenne section de maternelle. Et de la même manière que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on regarde les impacts sur les apprentissages de ces enfants, que ce soit en maths ou en français. Et ce qu'on observe, ça c'est des premiers résultats qui sont très préliminaires, mais on observe des effets de transfert sur les compétences mathématiques du fait d'avoir formé les enseignants à utiliser et à développer la métacognition de leurs élèves dans le cadre d'activités autour du langage oral et ou d'activités autour des mathématiques. Ça, c'est la première année, c'était il y a 2 ans. Cette année, on forme les formateurs, c'est-à-dire qu'on forme ceux qui vont former les enseignants. On essaye de regarder si on a le même effet. Donc, en gros, on monte à l'échelle progressivement. Et à partir du moment où on va être en mesure de montrer qu'effectivement, le fait d'avoir formé les formateurs produit à peu près les mêmes effets en termes d'apprentissage des élèves, à ce moment-là, on peut généraliser à beaucoup plus grande échelle. Mais il faut prendre ce temps-là, et il faut prendre le temps de l'expérimentation avec des expérimentations dans lesquelles, systématiquement, on regarde avant, après, on regarde les gains d'apprentissage pour les élèves, et surtout, on compare différents groupes d'enseignants qui sont formés à différents types de stratégies pédagogiques. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un groupe témoin et un groupe expérimental. C'est ça l'enjeu de l'éducation aujourd'hui. Autre question vive, et puis je vais essayer de laisser quand même du temps pour qu'on puisse discuter les uns avec les autres si vous avez des questions. Évidemment, il y a la question des IA.
je sais qu'il y a une table ronde en même temps sur cette question-là, mais c'est une question vive en éducation. Qu'est-ce qu'on va faire de ces IA qui sont en train d'émerger? Et puis, il y a deux visions. Il y a une vision que je trouve parfaitement court-termiste, qui est la question de savoir, ces professeurs ont décidé de punir durement les élèves utilisant ChatGPT. Tout ça, j'ai repris dans la presse. À peine un an après le lancement de ChatGPT, toujours autant plébiscité par les étudiants, notamment pour la rédaction de leurs devoirs, sauf que les professeurs décèlent désormais très rapidement les signes distinctifs de l'IA, comme si c'était le vrai problème. C'est-à-dire que le vrai problème de l'éducation, encore une fois, ça va être d'être 20 ans derrière le reste de la société et de se dire « Ah non, il ne faut surtout pas utiliser l'IA à l'école ». Non, mais en fait, l'enjeu, c'est d'apprendre aux élèves à utiliser l'IA. Je veux dire, dans le monde, à l'extérieur de l'école, tout le monde utilise l'IA, y compris les chercheurs. Il n'y a pas un chercheur que je connaisse aujourd'hui qui n'utilise pas l'IA. C'est un gain de temps absolument faramineux. Je ne dis pas que ça marche bien, l'IA, hein, ça fait plein de bêtises, l'IA. On est tous d'accord là-dessus. Mais un enjeu aujourd'hui des systèmes éducatifs, c'est de permettre aux élèves d'utiliser de façon critique l'intelligence artificielle. C'est-à-dire de comprendre ce qu'elle produit, de comment elle fonctionne, pas d'apprendre à la coder, ce n'est pas le problème. C'est comprendre les enjeux éthiques, philosophiques que pose l'IA et apprendre à l'utiliser de façon pertinente. Parce qu'effectivement, de toute façon, c'est ce qui leur sera demandé dans le milieu du travail. On va leur demander d'être en mesure d'utiliser l'IA et on va leur demander de le faire extrêmement rapidement. Donc toute cette question de savoir comment on va détecter s'ils utilisent l'IA ou pas, c'est totalement hors sol. Ce n'est pas ça l'enjeu. Le véritable enjeu, c'est de savoir comment on utilise de façon pertinente l'IA aujourd'hui. Comment un élève est capable de comprendre que l'IA ne produit pas forcément des vérités ou produit potentiellement des contre-vérités. Comment on développe le sens critique des élèves. C'est ça le véritable enjeu aujourd'hui à l'ère de l'IA. Ce n'est pas de savoir comment on va détecter qu'ils ont utilisé ou pas de ChatGPT. Ce n'est pas le problème. Je veux dire, si c'est ça le problème, alors le problème c'est l'évaluation des élèves. Ce n'est pas en soi comment on va détecter l'IA. C'est-à-dire, au cœur de la problématique, c'est qu'en fait, nos évaluations, si elles sont aussi faibles que la problématique, c'est de savoir comment ils ont utilisé l'IA, alors on est complètement hors sol, encore une fois. Et donc, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de continuer à avoir une école qui soit un sanctuaire totalement décorrélé des problématiques de la société. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas motivés, les élèves à l'école. Ils ont une école qui est totalement décorrélée des problématiques, je dirais, de la société dans laquelle ils vivent. Et donc, il faut leur rendre ça. Évidemment, il y a la problématique des IA génératives. Qu'est-ce que ça peut produire en termes de deepfake? Donc, la question de la pensée critique. Comment on va effectivement développer chez les élèves une capacité à penser de façon critique le monde? Et comment on fait pour commencer tôt? Parce que très rapidement, ils sont sur les réseaux. À titre d'exemple, vous avez 63% des 7-10 ans qui ont au moins un compte sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont exposés à ça. Donc, comment on fait effectivement pour que très tôt, au cours de la scolarité, ils aient développé des mécanismes de résistance, d'une certaine manière, à ce type de fake news? Bon, ça, c'est effectivement toutes les problématiques qui se posent de l'irrationalité sur les réseaux. Je vous ai pris 3 fake news, alors souvent que je présente plutôt aux lycéens, qui sont des fake news liées notamment à l'écologie. Il y en a un certain nombre qui sont effectivement... la première, c'était une fake news autour du fait que les éoliennes tournaient en fait avec des générateurs diesel. Pour les faire tourner, c'est complètement faux. Mais voilà le type d'information auquel un adolescent peut être exposé sur les réseaux sociaux. Et donc, au laboratoire, ça fait quelque temps qu'on se pose la question de savoir, effectivement, déjà, quelle est la capacité réelle des adolescents à discerner les vraies des fausses informations? Ben, personne ne le sait, en fait. C'est paradoxal. Si vous regardez la littérature scientifique aujourd'hui en psychologie, il n'y a eu aucune étude sur les adolescents. On est la première équipe à avoir fait une étude sur le développement des capacités de discernement de l'information chez les adolescents. Je vais passer ça parce que je ne vais pas avoir le temps et je voudrais laisser du temps pour discuter avec vous. Pourquoi c'est un enjeu de s'intéresser à l'adolescence? C'est un enjeu de s'intéresser à l'adolescence parce que les adolescents, par définition, ils ont un cerveau qui marche un peu différemment du nôtre. C'est un cerveau qui est très orienté vers le système de la récompense, et notamment le système limbique. Ce système limbique, il est au cœur de notre cerveau, ce que vous voyez ici en rose. Et c'est un système qui est typiquement le système qui est orienté vers les récompenses immédiates, vers la recherche du plaisir, vers la détection de nos émotions, vers nos processus motivationnels. Donc c'est vraiment globalement notre système émotionnel. Et ce système émotionnel, chez les adolescents, il est fonctionnel très tôt. C'est-à-dire qu'il fonctionne très bien, tout au début de la puberté. Et globalement, il a fini son développement, donc il va continuer finalement à fonctionner à peu près comme un système limbique adulte. Sauf que chez nous adultes, on a un autre système dans notre cerveau qui est derrière notre front, qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est un système de régulation. En gros, il régule l'activité du système limbique. Il permet de dire au système limbique, on se calme dans cette situation, même si
la situation est un peu affective, on n'a pas besoin de surréagir émotionnellement. Sauf que ce système, il n'est pas encore fonctionnel totalement chez l'adolescent. Donc on est dans une période de la vie dans laquelle finalement on est très influencé par nos émotions. Et c'est ce qui explique aussi les difficultés de régulation des émotions à l'adolescence. C'est ce qui explique aussi la vulnérabilité du cerveau adolescent aux émotions et donc aux risques de santé mentale associés, notamment les symptômes dépressifs et ainsi de suite. Et si ce système limbique fonctionne de façon aussi forte à l'adolescence avec une difficulté de régulation de ce système limbique, ça crée aussi, je dirais, des vulnérabilités en termes de contexte social. C'est-à-dire qu'en gros, les adolescents, ils ne recherchent pas n'importe quel type de récompense. Ce qu'ils recherchent en soi, c'est des récompenses sociales. C'est ça qui les intéresse. C'est de savoir quelle est leur position dans la hiérarchie sociale de leur groupe social d'appartenance. Et donc, les adolescents, ils vont être extrêmement sensibles à ce qu'on appelle l'influence sociale, beaucoup plus que les adultes. Alors comment on mesure ça? Pour mesurer l'influence sociale, on aurait pu le faire ensemble. J'aurais pu vous faire participer à une petite expérience toute simple. Le principe est le suivant. Imaginez, vous rentrez dans la salle, et quand vous rentrez dans la salle, il n'y a qu'une seule rangée de chaises. Il y a déjà 7 personnes qui sont présentes sur cette rangée, et vous voyez que la chaise en 7e position est libre. Donc vous vous asseyez en 7e position, et ensuite on vous demande de faire une petite tâche totalement triviale, c'est de déterminer parmi les réglettes A, B ou C, celle qui a exactement la même taille que la réglette sur la gauche. D'accord? Pas plus complexe que ça. Donc c'est une réponse triviale. La bonne réponse c'est C, on est tous d'accord? Et la façon dont on va essayer d'évaluer à quel point nous sommes sensibles à l'influence sociale, c'est dans un contexte dans lequel vous allez, les participants de cette rangée vont donner une réponse les uns après les autres. Donc le premier va donner une réponse, le deuxième va donner une réponse, le troisième donne une réponse. Mais c'est séquentiel. Imaginez la situation suivante. Le premier, au lieu de répondre C, il répond A. Bon, ok, peut-être qu'il s'est trompé. Le deuxième, il répond A. Le troisième, il répond A. Le quatrième, il répond A. Le cinquième, il répond A. Le sixième, il répond A. Vous faites quoi en 7e position? Alors, en 7e position, dans 35% des cas, vous dites A. Même si vous savez pertinemment que ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce que nous, êtres humains, il y a une chose qu'on déteste, c'est l'exclusion sociale. Ce qu'on veut éviter par-dessus tout, c'est l'exclusion sociale. Donc, on fait tout, d'une certaine manière, pour rester dans notre groupe social. Et une façon de le faire, c'est parfois d'accepter une certaine forme de conformisme social. Et c'est ce qui nous permet aussi de vivre en société. Si on vit en société, c'est parce qu'on accepte d'une certaine manière de se conformer à un certain nombre de règles sociales, même si elles sont contraires parfois à ce qu'on pense ou à nos propres intérêts. Chez les adolescents, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que si vous regardez le conformisme social à l'adolescence, globalement, il est plus fort que chez les enfants et il continue à être plus fort que chez les adultes pendant toute la période de l'adolescence. Ça veut dire que s'ils sont sur des réseaux sociaux, ça s'appelle un réseau social pas pour rien, ils ont encore plus de difficultés à discerner les vraies des fausses informations parce que, par définition, ils sont très sensibles aux informations sociales. Donc si tous les gens commencent à liker un post, ils vont avoir tendance à considérer que ce post est vrai. Et donc la véritable question, c'est comment on va essayer de développer l'esprit critique de ces adolescents au regard d'un cerveau qui est particulièrement sensible aux influences sociales et aux informations sociales. Donc on a une petite tâche de jugement de véracité qu'on a développée au laboratoire. Donc c'est des posts, en gros, Instagram ou Facebook, dans lesquels on leur demande simplement de se positionner sur le degré de véracité des informations qu'on leur présente, de 1 à 4. 1, ça veut dire qu'ils pensent que l'information est fausse. 4, ils pensent que l'information est vraie. Et on prend des vraies fausses informations et des vraies informations qu'on allait chercher sur des sites de fact-checking et sur des grands médias. Et ensuite, on a regardé le décours temporel de cette capacité à discerner entre les vraies et les fausses informations. Donc en gros, on moyenne les scores attribués pour les vraies informations, on moyenne les scores attribués pour les fausses informations, et on regarde s'il y a un delta entre les scores attribués. Si vous avez un delta entre les deux, ça veut dire que vous discernez entre les vraies et les fausses informations. Si vous n'avez pas de delta entre les deux, c'est que vous êtes incapable de le faire. En 6e, ils sont incapables de discerner les vraies des fausses informations. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas fait d'éducation aux médias et à l'information en primaire, globalement, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez 80% de votre classe d'âge qui commence à aller sur Internet, à être sur des réseaux sociaux, qui ont plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et qui sont incapables de discerner les vraies des fausses informations. Vous imaginez ce que ça peut produire sur le long terme. Donc ça, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire comment on développe l'esprit critique chez les élèves aujourd'hui. Et donc, on a essayé de faire ça. On mène des recherches participatives et collaboratives sur plus de 3200 adolescents de 6e à la 3e. On reprend des séquences d'éducation aux médias à l'information. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste repris les séquences d'éducation aux médias à l'information et on a juste rajouté
quelque chose qui est totalement absent de l'éducation aux médias de l'information, c'est de se rappeler qu'il y a quand même un cerveau qui est récepteur de l'information. Donc c'est très bien de leur parler de la source. Ouais, le problème, c'est qu'ils ne les connaissent pas, les sources. C'est très bien de leur dire qu'il faut faire attention à l'auteur. Très bien. C'est très bien de leur dire qu'il faut faire la distinction entre un article, un éditorial et ainsi de suite. Mais on oublie juste une chose, c'est que nous, en tant que cerveau récepteur de l'information, on a plein de biais. On aime bien, par exemple, les informations qui concordent avec ce qu'on pense déjà. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On est très sensible au fait que quelqu'un se présente comme un expert. Quand je viens vous parler devant vous et que je dis « Oh, je suis un expert du cerveau », généralement, vous pensez que les informations sont plus crédibles que si je me présentais comme un expert de l'écologie, par exemple. Ça, c'est un biais d'autorité, en fait, sauf si vous avez regardé un peu mes publications, sinon vous n'en savez rien, si je suis réellement un expert ou non. Et donc, l'enjeu, c'était simplement d'essayer de sensibiliser les jeunes sur ces dimensions-là. Et qu'est-ce que ça pouvait produire ? De les sensibiliser aussi au fait que quand ils jugent une information, ils ont un certain nombre de biais. Et ce qu'on a montré, globalement, pour aller très vite, c'est que quand vous faites ça en classe, que vous les sensibilisez sur le fait que le cerveau, il peut être soumis à un certain nombre d'illusions, que vous leur expliquez justement le fait que c'est important de faire attention à la fiabilité des stratégies qu'on utilise dans un certain nombre de contextes, que ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à résister à un certain nombre de ces biais pour pouvoir développer un regard critique sur l'information. Globalement, ça marche mieux que, je vais y arriver, ça marche mieux, pour aller très vite, que des dispositifs qui sont uniquement focalisés sur l'éducation aux médias et à l'information. Donc voilà jusqu'où on peut aller aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut essayer de faire de la recherche participative et collaborative, tester en classe différents types de séquences pédagogiques, les augmenter avec des informations relatives au cerveau, à ce qu'on sait des processus cognitifs qui sont en jeu dans un certain nombre d'apprentissages, de telle manière effectivement à adresser les problèmes vifs qu'on va avoir en éducation, qui vont avoir des impacts, pas pour les 5 prochaines années, mais pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et donc c'est là où on en est, voilà le type de progrès qu'on peut observer aujourd'hui en éducation. Et je vais m'arrêter là parce que je voudrais laisser du temps pour discuter avec vous. Et j'avais plein de choses à vous dire, mais c'est pas grave. Et je le dis toujours en remerciant l'ensemble des membres de mon laboratoire qui participent à produire toutes ces nouvelles données sur le cerveau qui apprend. Voilà, merci beaucoup. Je peux faire circuler un micro pour les questions à venir. Je précise juste avant que les ouvrages de M. Borst seront en signature à la librairie du Puzzle tout à l'heure. Merci. Merci. Bonjour, je suis en collège. Oui. J'ai des questions très très concrètes. Pendant 3-4 ans, on a mis en place dans mon établissement 1 heure par semaine avec les élèves de 6e dans ce qu'on a appelé apprendre à apprendre. Donc on a utilisé, on s'est auto-formé sur Magister, parce qu'il y a des trucs sur Magister, hein. Plein de trucs intéressants, plein de formations, à condition enfin ça doit être fait sur la base du volontariat, donc soit c'est fait, soit c'est pas fait. Et donc là, pour des raisons totalement extérieures dont je ne parle pas, ça s'est arrêté. Et la question que je me posais, c'est qu'en fait, au départ, l'idée, enfin, en termes d'efficacité, les élèves que j'ai en 3e, ceux qui l'ont eu en 6e s'en rappellent, etc. Le fait que c'était fait 1 heure par semaine par une personne qui était donc, qui faisait donc toute l'année de différentes choses sur l'attention, la mémorisation, etc., le cerveau, mais que ça n'ait pas forcément été intégré par tous les collègues pour qu'ils en parlent dans leur propre matière. Est-ce que ça diminue l'efficacité de ce qu'on a mis en place, ou est-ce que voilà? Oui, ça diminue l'efficacité de ce qui est mis en place, et on l'a montré aussi sur la métacognition. C'est-à-dire qu'on fait 2 types d'interventions. Il y a des interventions qu'on fait en maternelle, on fait des interventions aussi en collège sur apprendre à apprendre, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire comment on enseigne finalement très explicitement aux élèves comment mémoriser les informations, comment être concentré dans une salle de classe, et ainsi de suite. Globalement, ce qu'on observe, c'est que si vous ne contextualisez pas globalement ces savoirs, vous avez des effets qui sont beaucoup moins importants que si vous les laissez complètement décontextualisés. Donc c'est très bien d'en faire au moins 1 heure par semaine, mais ce qui est important effectivement, c'est aussi d'arriver à former les équipes de façon plus globale pour que ne serait-ce que dans la programmation pédagogique, on respecte ce qu'on sait de la problématique de comment contrer la courbe de l'oubli quand on veut permettre que les élèves retiennent des informations sur des temps longs. Si vous faites une programmation pédagogique dans laquelle vous abordez une notion en début d'année et que vous l'abordez plus du tout le reste de l'année, il n'y a aucune chance que les élèves s'en souviennent l'année suivante. Donc on a des générations entières d'élèves qui effectivement oublient d'une année sur l'autre globalement ce qu'ils ont appris,
et des enseignants qui disent enfin c'est incroyable, ils oublient systématiquement. Oui, sauf que vous n'avez pas la bonne programmation pédagogique. Vous voulez qu'ils le retiennent d'une année sur l'autre, très bien. Vous abordez une notion, vous la réabordez quelques jours après, puis quelques semaines après et quelques mois après. C'est le b.a.-ba de contrer la courbe de l'oubli. Mais pour pouvoir faire ça, il faut deux choses. Il faut l'enseigner aux élèves et il faut former les enseignants. Sauf qu'en formation initiale, c'est absolument pas abordé. C'est-à-dire, à aucun moment de la formation initiale des enseignants, il y a expliqué comment fonctionne la mémoire humaine. Comment fonctionne la concentration? Qu'est-ce que c'est qu'un adolescent si on va enseigner dans le second degré? Aujourd'hui, dans les inspé, je prends la mienne parce que je la connais un peu, qui est l'inspé de Paris, ou en tout cas je suis associé à l'inspé de Paris, il y a 3 heures de cours uniquement pour ceux qui vont intervenir dans le premier degré sur le développement cognitif de l'enfant. 3 heures. Vous voulez faire comment? Si vous ne savez pas comment se développe un enfant pour enseigner à des enfants. Je ne vous parle même pas des adolescents. Formation autour de l'adolescence pour les enseignants qui vont intervenir en collège et au lycée, 0 heure. Bon courage. Oui, c'est uniquement sur la base du volontariat. Oui, complètement. Et c'est en formation continue, c'est même pas en formation initiale. Je pense qu'on perd du temps. Il vaudrait mieux le faire en formation initiale. Donc il y a un enjeu de réforme de la formation initiale. Et une dernière question, si je puis me permettre. Oui. Quand on a en 6e des mauvais décodeurs, comment on peut encore aider à rattraper? Sachant ce que vous venez de dire sur le fait que... Non, je ne dis pas que... Il y a de la plasticité. Oui, il y a de la plasticité. Mais comment faire pour utiliser la plasticité pour qu'ils deviennent meilleurs décodeurs en dehors des lectures à haute voix en classe, le prof qui lit en même temps, enfin ce genre de stratégie? Non, mais là, dans ces cas-là, il faut des dispositifs qui soient très personnalisés. C'est-à-dire que s'il y en a quelques-uns qui sont des mauvais décodeurs, il y a des solutions, par exemple numériques, qui fonctionnent et qui peuvent fonctionner pour essayer de développer le décodage. Et puis, il faudrait pouvoir avoir finalement une connaissance fine de qu'est-ce qui explique qu'ils ont des difficultés de décodage. Est-ce que c'est réellement parce qu'ils n'ont pas suffisamment finalement décodé quand ils étaient plus jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment lu? Est-ce que ça peut être des problématiques qui sont liées par exemple aux capacités attentionnelles, parce qu'on sait que ça joue aussi, c'est-à-dire que vous avez des élèves qui posent mal leur attention, et comme ils posent mal leur attention sur le mot, ça crée des difficultés de décodage des mots et ainsi de suite. En gros, c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'un même élève peut avoir, deux élèves peuvent avoir les mêmes difficultés quand vous les testez sur une tâche de lecture, mais en fait pour des raisons très différentes. Et c'est pour ça qu'effectivement on essaye de pousser, notamment vis-à-vis du ministère, pour que dans les évaluations nationales, il y ait par exemple des évaluations autour de l'attention, autour de la mémoire à court terme, autour des questions de résistance et d'inhibition, parce qu'en fait c'est des facteurs très explicatifs de l'hétérogénéité qu'ils observent dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Et donc ça, c'est un enjeu de les évaluer. Bonjour. Juste une question. Comment faudrait-il faire pour réussir à infuser toutes ces connaissances de manière généralisée au ministère, puisque aujourd'hui encore, il y a des blocages administratifs et même des blocages émotionnels peut-être au sein de l'administration? Alors d'une part, de dire quand même que le ministère il est perméable, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai qu'ils sont totalement imperméables à tout ce qu'on présente là. C'est-à-dire que de plus en plus, on est sollicité par le ministère, par la DGESCO ou par la DEP. La DGESCO, c'est la Direction Générale de l'Enseignement et de l'enseignement scolaire, qui quand même prennent la mesure qu'il y a des nécessités d'une certaine manière d'interroger, de faire évoluer les choses. La difficulté aussi, c'est que les politiques éducatives, elles sont aussi politiques par définition, qu'elles répondent aussi parfois à des aspirations qui ne sont pas forcément les meilleures aspirations de la société, mais les aspirations sur, et le discours général sur, très décliniste, sur les apprentissages des élèves, sur la faiblesse des élèves en mathématiques ou en français. Par exemple, le choc des savoirs s'est basé sur l'analyse de PISA 2022. Je vous rappelle qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre 2018 et 2022. Ça s'appelle la crise de la Covid. On a fermé les établissements. Donc en fait, moi je trouve ça relativement heureux de savoir que quand on ferme les établissements scolaires, ça entraîne des effets sur les apprentissages des élèves. Donc c'est normal que les scores chutent à PISA. Sauf qu'ensuite, c'est la récupération politique finalement de cet effet. C'est-à-dire que si ensuite vous allez devant tout le monde dire « Ah, il faut faire le choc des savoirs en mettant en place des politiques éducatives qui ne fonctionneront pas, parce que ça fait 20 ans qu'on sait que faire des groupes de niveau, ça ne fonctionne pas, que utiliser des uniformes, ça n'a jamais permis de mieux apprendre ou d'améliorer le climat scolaire », c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation qui est un peu ubuesque. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un intérêt du ministère
de plus en plus. Parfois, il y a des structurations qui sont un peu surprenantes, c'est-à-dire que la DGESCO fait de l'évaluation alors que normalement c'est la DEP qui devrait faire de l'évaluation. Mais bon, ça peu importe. Ça, on voit que sur le ministère, ça fonctionne. Mais là où c'est plus difficile, c'est plutôt au niveau du ministre ou de la ministre. C'est-à-dire comment on arrive à ce qu'aujourd'hui, les politiques éducatives soient basées, ou en tout cas informées suffisamment par des données scientifiques qui sont déjà présentes. La question des groupes de niveau, c'est réglé en 2 secondes. Il y a plein d'évaluations des groupes de niveau. On le savait avant que ça ne fonctionnerait pas. Mais ça répond, je dirais, à une aspiration de la société et ou une aspiration de dire, ah ben, comme le niveau a baissé, il faut absolument faire quelque chose. Ce qui est absolument génial, je vous le dis juste en creux entre nous, c'est que si vous avez fermé les établissements et que le score a baissé à PISA en 2022, il y a quelque chose de statistique qui s'appelle la régression à la moyenne, c'est-à-dire que si les établissements ne ferment pas entre 2022 et 2026, mécaniquement, les scores à PISA vont augmenter. Ce qui est génial, c'est l'interprétation qui va être faite. On va vous dire, ah ben c'est grâce au choc des savoirs. Non, ça ne s'appelle pas le choc des savoirs, ça n'a rien à voir avec ça. Simplement que vous avez laissé les établissements ouverts, donc les enfants apprennent quand les établissements sont ouverts. C'est un scoop, je viens de vous donner un scoop absolument. C'est ça les grands progrès de l'éducation. Donc ça, je trouve que c'est plutôt comment on développe une culture scientifique au niveau des décideurs publics. Et je pèse mes mots, une culture scientifique, pas des connaissances scientifiques, une vraie culture scientifique. Ça. Comment on peut baser aujourd'hui les décisions politiques sur la base de données qui sont produites par la science. Je pense que ça, c'est un véritable enjeu. Bonjour, je suis étudiante en master de sciences de l'éducation et du territoire. Ma première question rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la culture scientifique. On a parlé de l'éducation nationale. Oui. Ma question est sur l'éducation pas nationale, l'enseignement populaire, les clubs de sport, etc., l'accompagnement. Comment est-ce qu'on pourrait impacter cela et apporter ce développement, en fait? Oui, je pense que vous soulevez une question importante, si j'ai bien compris votre question, mais je trouve qu'il y a une chose qui est relativement absente aujourd'hui, si on peut parler des progrès dans l'éducation, c'est finalement revenir à des choses qui pouvaient se faire et qui se font peut-être moins, c'est finalement d'intégrer beaucoup plus les différents temps d'apprentissage de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vision aujourd'hui très en silo des apprentissages de l'enfant, dans lequel on considère que quand la porte de la salle de classe se ferme, il n'y a plus d'apprentissage chez l'enfant. Et vous citez le sport, on peut citer les activités extrascolaires ou périscolaires, dans lequel je trouve que c'est une perte de chance, réellement, surtout si on veut travailler sur les inégalités éducatives, de savoir comment on intègre beaucoup plus fortement, finalement, les travaux qui sont menés par les équipes du périscolaire, avec les équipes, et extrascolaires évidemment, avec les équipes scolaires. Mais je ne sais pas comment c'est sur votre territoire, mais dans mon territoire à Paris, dans les écoles, l'équipe scolaire, les enseignants, ne disent pas bonjour à l'équipe du périscolaire. Et inversement, c'est-à-dire comment on veut finalement intégrer et travailler à la réussite de tous les élèves sans intégrer beaucoup plus les différents temps d'apprentissage de l'enfant. Je ne vous ai pas présenté les travaux qu'on a menés là-dessus, mais on a montré qu'en gros, si les enfants jouent à certains jeux, ils développent certaines compétences qui sont hyper importantes pour les apprentissages scolaires fondamentaux. Et que si l'enseignant était conscient de cela, et si l'équipe du périscolaire était consciente de ce que faisait l'enseignant dans sa salle de classe, il pourrait se dire, OK, on va faire des petits jeux dans la cour de récréation, je vais pouvoir dire aux élèves que ces petits jeux, ils développent tel type de compétences, et moi, enseignant, dans ma salle de classe, je vais pouvoir dire, ah, mais tu sais, quand tu as joué à 1, 2, 3 soleil dans la cour de récréation, ça permet justement de travailler la résistance aux automatismes, et c'est exactement ce dont tu as besoin pour la pensée critique. C'est génial, c'est-à-dire que tout d'un coup, on fait du lien entre des choses qui semblent disjointes pour un enfant, puisque lui, on lui a dit, la salle de classe, c'est le moment où on reste assis, on apprend des choses très compliquées, et puis quand tu es dans la cour de récréation, tu joues comme si le jeu ne développait pas des compétences. Et je pense que si on veut travailler une école qui réellement réduit les inégalités, il faut beaucoup plus intégrer finalement ces différents temps de l'apprentissage de l'enfant et rendre tout ça explicite. C'est-à-dire qu'il faut que pour un enfant, il n'y ait pas d'implicite par rapport à ça. Et ça, je crois que c'est effectivement là où l'école française a péché, c'est que à force d'avoir laissé des implicites sur les objectifs pédagogiques, sur finalement le comment de l'apprentissage, on a créé une explosion des inégalités éducatives. Et ça va plutôt en ne s'améliorant pas. C'est-à-dire que quand on regarde en fait l'évolution des inégalités éducatives, ça ne va pas dans le bon sens. Notamment au collège où ces 20 dernières années, les inégalités ont explosé. J'avais encore 2 questions, je peux en éliminer une si vous voulez. La deuxième concerne le territoire. Nous sommes ici sur un territoire frontalier. Et je me pose
poser la question sur l'impact de l'apprentissage du langage. Ouais. C'est une très bonne question aussi. Il y a de plus en plus de travaux sur la question du multilinguisme et du plurilinguisme. Qu'est-ce que ça a comme apport? La première chose, c'est que ça pose aucun problème d'apprendre plusieurs langues en même temps. Il faut sortir de cette problématique-là. Ça pose aussi des questions sur les familles allophones. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de savoir comment on sensibilise finalement, notamment les enseignants sur le fait que, puis je voyais aussi sur les référentiels de la petite enfance, où il y a encore finalement cette idée qu'il faudrait que les parents parlent en français à leurs enfants. C'est absolument pas ce qu'il faut qu'ils fassent. Si vous êtes dans une famille allophone, vous parlez dans votre langue maternelle à l'enfant. L'enjeu simplement, c'est que les enfants, surtout les plus jeunes, soient baignés dans un bain de langage. Il faut qu'en gros, on les baigne dans du langage. Et ce qui est prédictif de votre capacité à bien apprendre à lire, c'est le nombre de mots dans votre vocabulaire, quelles que soient les langues que vous parlez. Donc ce n'est pas un enjeu de parler en français en soi. Donc ils peuvent parler n'importe quelle langue. Et on sait que le plurilinguisme, ça a plutôt des effets positifs, en tout cas sur le développement des capacités langagières. Il y a une question encore de savoir si ça joue de façon plus générale sur des mécanismes très transversaux qui sont impliqués dans tous les apprentissages, ou est-ce que c'est vraiment spécifique au langage? Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est bon pour les capacités langagières. Donc c'est un enjeu, c'est-à-dire de travailler sur le plurilinguisme et le multilinguisme, de pouvoir l'introduire le plus tôt possible, et qu'en gros, il n'y a pas de problème pour un enfant d'apprendre plusieurs langues en même temps. Et plus on apprend tôt, plus c'est efficace. Moi, je pensais même que ça développait la compétence de meilleure compréhension de la stratégie, c'est-à-dire qu'on peut facilement changer d'un côté à un autre, etc. Ouais, alors c'est une vraie question. C'est possible. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'études qui disent que ça vous aide à changer de stratégie dans le domaine langagier. La question, c'est est-ce que ça se transfère à des domaines non langagiers? Ça reste une question ouverte, on ne sait pas. C'est peut-être aussi dépendant du degré de similarité entre les langues. C'est-à-dire que si les langues sont très similaires, vous avez plus cette nécessité finalement d'entraîner le fait de ne pas vous tromper, d'utiliser par exemple une structure syntaxique dans une autre langue et ainsi de suite. Et donc peut-être que ça vous entraîne beaucoup plus et que donc ça se transfère plus. Mais ça reste une question très ouverte. Oui, bonjour, Emmanuel Bertin, adjoint maire en charge de l'éducation à Thionville. Ici, périscolaire et scolaire se parlent et sont même unis dans le même projet de territoire, mais je ne prends pas la parole pour ça. Je prends la parole parce que je fréquente beaucoup de conseils d'école, qui est l'occasion chaque trimestre de faire le point à la fois sur les activités scolaires et l'ensemble de la vie de l'école. Et il y a une chose qui me frappe dans les écoles des quartiers populaires, c'est que les enseignants me témoignent souvent d'une incapacité à transmettre à la famille les signaux, les stimuli, ce qu'ils essayent de faire avec l'enfant. Et souvent, l'échange tourne un peu court pour dire si on n'est pas suivi, appuyé, relayé, y compris quand on travaille bien, même dans la métacognition, parce que je connais quelques enseignants à Thionville qui pratiquent, et bien du coup, la courbe de l'oubli, en gros, se met en route. Non, mais je pense que vous soulevez un problème qui est effectivement au cœur de je dirais l'arc éducatif, c'est-à-dire que la coéducation, elle est au centre finalement de la réussite de l'élève, et donc il faut qu'on arrive à toucher ces familles. Et c'est difficile. Il faut en avoir conscience, c'est particulièrement difficile. Il y a une étude que je ne vous ai pas montrée, qu'on a menée notamment avec Sciences Po et Dauphine, dans laquelle on essaye de sensibiliser les parents à des activités qui peuvent être faites à la maison, qui vont développer justement la métacognition, un certain nombre de mécanismes transversaux impliqués dans les apprentissages, mais aussi simplement le plaisir d'apprendre. Comment on fait pour maintenir le plaisir d'apprendre? Parce que c'est inégalement réparti en fonction des milieux sociaux. Et donc, le dispositif qu'on a mis en place, c'est un dispositif en fait extrêmement simple d'accès. On pourrait penser que dans ces cas-là, toutes les familles vont adhérer à ce dispositif. C'est en gros, chaque semaine, on envoie un petit SMS sur les téléphones portables de chacune des familles et on leur dit, il y a une petite vidéo qui vous explique en 3 minutes un concept, la métacognition par exemple, en quoi c'est important et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme activité à la maison pour développer cette compétence chez votre enfant. Comme on était dans des milieux sociaux dans lesquels il y avait un certain nombre de familles allophones, on les a traduits en 8 langues. Chaque semaine, ils ont un petit SMS plus 2 SMS de rappel. 17 vidéos autour des grands concepts de l'apprentissage chez l'enfant. On avait fait ça en CP. Vous avez moins de 30% des familles qui regardent 7 vidéos sur les 17. Même quand vous allez jusque-là de ce dispositif. Donc il faut effectivement travailler peut-être aussi à travers, et ça c'était une proposition qu'on avait fait dans un autre domaine, mais qui était sur la question de la gestion, par exemple, des écrans et de l'exposition des enfants aux écrans. Et donc, dans la commission mise en place par Emmanuel Macron, dans laquelle j'ai siégé, une des recommandations, c'était de dire il faut construire en France des parcours de parentalité qui n'existent pas. Je veux dire, il faut être très clair. Aujourd'hui, vous allez
le parcours de parentalité, c'est d'aller à la maternité, de faire un cours de préparation à l'accouchement. Je trouve ça très intéressant. Mais je dis juste qu'il se passe quelque chose après l'accouchement. Ensuite, on a un enfant et dont on est responsable, dans lequel, évidemment, le milieu familial et nos pratiques parentales vont impacter ses chances de réussite et le développement de ses compétences et de ses apprentissages, et que peut-être que dans ce parcours de parentalité, on peut penser, pas à donner des trucs et astuces aux parents, ça c'est vraiment la mauvaise façon de regarder les problématiques de parentalité, mais ne serait-ce que de leur dire comment se développe un enfant. C'est ça un enjeu, c'est comment ils peuvent effectivement exercer une parentalité éclairée par le fait qu'ils ont quelques connaissances sur comment se développe un enfant. Simplement leur dire par exemple qu'un bébé, c'est une machine de guerre du point de vue des apprentissages, qui comprend déjà hyper bien le langage, et que si déjà dès la naissance il leur parle, comme il parlerait à un adulte, peut-être en augmentant un peu la prosodie, ça aurait des effets extrêmement positifs sur le développement langagier de l'enfant. Il y a plein de familles, plein de parents qui ne parlent pas à leur bébé parce qu'ils se sentent mal à l'aise de parler à leur enfant, parce qu'on leur a jamais dit que c'était un enjeu de parler systématiquement avec leur bébé. Donc c'est des petites choses comme ça, à mon avis, qu'il faut qu'on arrive à changer. Et puis quand même le rapport à l'école, je ne sais pas comment on peut faire, mais l'école c'est tellement important dans nos sociétés. C'est peut-être le dernier lieu finalement qui nous réunit. Comment ces écoles, elles peuvent être ouvertes à ces familles. Parce que ces familles, si elles ne viennent pas objectivement au café des parents et ainsi de suite, c'est parce qu'elles n'ont pas les codes de l'école. C'est que c'est très compliqué pour eux. Et qu'en plus, comme elles ont eu parfois des parcours scolaires, des destins scolaires complexes, elles n'ont pas envie d'aller dans cette institution qui, globalement, si vous n'avez pas les codes, est quand même assez dure avec vous. Et donc, je crois qu'il faut qu'on arrive peut-être... je sais que la mairie de Paris a mis en place les cours Oasis. Mais peut-être justement commencer par ça. C'est simplement que l'école soit ouverte à d'autres moments que le moment simplement du temps scolaire. De telle manière à ce que les gens puissent se réapproprier ce lieu. Et peut-être que comme ça, on arrivera à faire revenir ces familles. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on pense comme ça si on veut embarquer ces familles-là, parce que sinon, leur position, c'est... Elles ont beaucoup, beaucoup d'attentes pour l'école. Et en même temps, comme elles n'ont pas les codes, ben, elles n'y vont pas parce qu'elles se sentent mal à l'aise quand elles sont dans ce contexte-là. Mais on en a conscience, hein, je veux dire, vous parlez avec les enseignants, ils font des cafés des parents. Les familles qu'on voudrait voir ne sont pas là. Moi, une des propositions que j'ai faites, notamment aux enseignants, c'était de dire il faut que pendant tout le temps du primaire, on maintienne le fait qu'on perde, entre guillemets, 15 minutes le matin en laissant la salle de classe ouverte. Parce que c'est ce moment-là où on va les capter, ces parents. Parce que de temps en temps, c'est souvent les grands frères, les grandes sœurs qui accompagnent les parents, les élèves le matin, mais parfois, c'est le papa ou la maman. Et là, j'ai 30 secondes où je peux leur dire un truc important, leur expliquer ce qui se passe en ce moment dans la classe et ainsi de suite, et que c'est ça le véritable enjeu. Et sauf qu'on a une école qui, globalement, à partir de la fin de la maternelle, ferme la porte et on peut plus y rentrer. Et qui est sous Vigipirate, par ailleurs. Et qui est sous Vigipirate. Non, mais enfin, en tant que décideur public, évidemment, vous avez les autres problématiques. Moi, je vous donne mon école rêvée. Bonjour, j'avais une question. Vous avez évoqué le sujet de l'IA donc dans l'éducation et donc permettre aux enfants de l'utiliser de façon pertinente. Oui. Mais par rapport au débordement ou des risques peut-être de dépendance sur le long terme, comment est-ce qu'on pourrait prévenir ça ou, Le fait d'être dépendant des IA ? C'est ça. À mon avis, il faut qu'on regarde le problème de deux façons. On peut le regarder en ayant, je dirais, un certain scepticisme vis-à-vis des IA, que je partage. Je veux dire, notamment, essayer de faire comprendre qu'est-ce que fait réellement une IA. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de poser des questions sur les jeunes utilisateurs des IA, parce que je vous conseille d'aller en 6e ou en 5e et de demander combien utilisent ChatGPT. Vous allez voir qu'ils utilisent tous ChatGPT. Absolument tous, c'est déjà le cas. Et si vous allez dans les milieux socio-favorisés, en plus, ils ont des comptes pro. Donc là, eux, c'est carrément... ils sont à un nouveau niveau et ils ont accès à quelque chose auquel vous n'avez pas forcément accès. Donc la question, c'est... On peut se dire, il y a peut-être un risque de dépendance, j'en sais rien, mais je pense que la question fondamentalement qu'on doit se poser en tant que société, et c'est important pour un système éducatif, c'est, au-delà de la dépendance, qu'est-ce qui n'est pas fondamentalement substituable par une IA aujourd'hui ? Quelles sont les compétences qui font de nous des humains qui ne sera pas substituable par l'IA. Parce que ça va être ça le véritable enjeu. Le fait que l'IA va remplacer une partie du travail qualifié, c'est fait. C'est terminé. Je veux dire, ne pensons pas qu'on va pouvoir contrer ça. C'est-à-dire que oui, il y a, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on est en train de faire disparaître du travail qualifié. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des analystes financiers qui n'ont plus lieu d'être parce qu'une IA est plus efficace qu'un analyste financier. Bon, je veux pas de... J'en sais rien, je ne sais pas si c'est bien, pas bien de faire disparaître les analystes, j'en sais rien. Mais ce que je dis juste, ça veut dire que pour un système éducatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si là, on essayait de se poser tous et de se dire, donc ça veut dire qu'il faut développer quelles compétences à l'école ? Ben, c'est peut-être plus les mêmes compétences qu'il faut développer.
C'est peut-être plus aussi important de développer certaines compétences qu'il y a 20 ou 30 ans du fait de l'émergence de l'IA. Donc, j'en sais rien sur la dépendance, je ne sais pas comment vous répondre, mais ce que je pense, c'est que de toute façon, il faudra utiliser les IA, et il faudra interagir avec les IA, et que dans ce cadre-là, le véritable question qu'on devrait se poser en tant que système éducatif, c'est, sachant la trajectoire que prennent les IA, qu'est-ce qu'on développe comme compétences dans notre cadre scolaire? Et en fait, à ce moment-là, ce qui n'est pas substituable par les IA, c'est nos compétences psychosociales. C'est ça qui fait de nous des humains, notre capacité à coopérer, notre capacité à reconnaître les émotions d'autrui, notre capacité à être altruiste. Ça ne sera pas substituable par une IA. Et donc c'est probablement ça qu'il faudra réussir à développer, puisqu'on voit déjà ce qui est en train de se passer sur le monde du travail. C'est ces compétences qui commencent à être les compétences valorisées et valorisables. Notre école, elle doit prendre ce tournant-là et elle doit le prendre vite. Parce que sinon, on risque de se retrouver encore une fois avec une école qui a 20 ans de retard sur la société. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question sur qu'est-ce qui se fait dans les autres pays sur ces sujets-là, la métacognition, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait... Dans les autres pays? Ouais. Ouais. C'est une bonne question. Peut-être deux réponses. Les pays qui réussissent très bien, on va dire, par exemple, si vous regardez PISA, je n'aime pas beaucoup PISA, mais peu importe. Si vous regardez PISA, c'est amusant parce qu'il y a deux types de pays. Il y a des pays qui ont des approches très savoirs fondamentaux, type Corée du Sud et autres. Mais si vous regardez ce que ça produit en termes de bien-être des élèves, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la bonne voie. Et il y a d'autres pays qui n'en ont rien à faire de PISA. Typiquement, la Finlande, ils s'en foutent complètement de PISA. Ils n'ont pas du tout construit leur système éducatif sur PISA. Ils ont construit leur système éducatif avec des objectifs qui se sont fixés pour leur système éducatif. Et donc, ils déclinent finalement. Et il s'avère qu'en plus, ça produit des résultats positifs à PISA. Et si vous regardez effectivement des pays comme les pays du nord de l'Europe, puisqu'ils sont souvent cités en exemple, il y a effectivement beaucoup plus de réflexion autour des compétences transverses. Alors, pas spécifiquement, évidemment, l'empathie, on en a beaucoup parlé, mais d'autres types de compétences. C'est-à-dire que, par exemple, dans certains pays du nord de l'Europe, il n'y a pas de matière. Ça, c'est révolutionnaire pour la France. Il n'y a pas maths, français, histoire géo. En fait, on développe des compétences, on n'a pas forcément d'avoir besoin de maths, d'histoire géo et ainsi de suite. On travaille en fait sur projet pour développer des compétences qui vont largement au-delà de compétences purement disciplinaires et de connaissances purement disciplinaires. C'est ça dont on peut s'inspirer. Mais on ne peut pas s'inspirer du reste. C'est ça qu'il faut aussi ce dont il faut avoir confiance. Vous ne pouvez pas importer le système finlandais. Ils sont 4 millions. On est 70 millions. On a un système dans lequel il y a 900 000 enseignants. Si vous voulez aujourd'hui changer le système éducatif français, ou former les enseignants, il faut former 900 000 enseignants. Alors moi, j'ai une école rêvée, mais je suis aussi un peu pragmatique. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut trouver notre solution française. Il va falloir bricoler pour trouver un truc qui soit spécifique à la France. Donc, on peut s'inspirer, oui, on peut se dire, bah tiens, regardez, c'est différent. Mais demain, vous ne ferez pas disparaître les matières en France. C'est pas possible. Et vous auriez tous les profs et surtout les parents qui viendraient vous tomber dessus instantanément. Déjà, faire disparaître les évaluations, c'est inconcevable. Car on sait qu'il faut arrêter de faire des évaluations par des notes, parce que ça joue sur la motivation intrinsèque des élèves. On le sait depuis 20 ans. Car en France, vous n'allez pas changer les notes au collège et au lycée, vous n'y arriverez pas. Donc, il va falloir trouver notre truc, il va falloir bricoler, quoi. Une dernière question, parce qu'après, il faudra peut-être respecter un petit peu les horaires. Ça tombe très bien, parce que je voulais vous demander où on en est en France, dans le primaire et dans le secondaire, pour l'évaluation des classes et des examens par rapport aux chiffres et aux lettres. Moi, j'ai connu, et depuis la 3e génération, l'évaluation sur 10 à l'école primaire, sur 20 en secondaire. Mais au-delà, dans les concours de recrutement, c'est la note sur 20. Où en est-on de l'évolution qui m'apparaît nécessaire? Parce que j'ai eu la chance de suivre, il y a très longtemps, une université d'été de l'éducation nationale qui se tenait à Dijon, qui concernait donc tous les enseignants. C'était à la Toussaint, et à l'époque, on avait 10 jours de vacances. Le stage durait 1 semaine, mais il était tout frais payé. On était logés, nourris, on a vécu ensemble, on a mangé ensemble, on a eu l'occasion d'échanger, on a eu des intervenants formidables. Et déjà à ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, les échelles chiffres étaient abominables. Je l'ai compris d'autant plus quand j'ai entendu à la radio parler du premier candidat au baccalauréat qui avait obtenu la moyenne de 20,5.
Je vous rejoins, ça bouge un peu, ça a bougé dans le primaire. Dans le primaire, il n'y a plus de notes avec une échelle chiffrée. On a une acquisition des compétences et on va noter ces compétences en cours d'acquisition, acquis, au-delà de ce qui était attendu. La difficulté, c'est qu'on est quand même dans une culture de l'évaluation en France. Donc même si vous changez d'une certaine manière la façon dont vous évaluez aujourd'hui en France, vous évaluez par compétences, il s'avère que la culture est tellement forte en France autour de l'évaluation et notamment de l'évaluation chiffrée qu'en fait, les élèves récupèrent ce type de notation pour les transformer en notes. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent de la hiérarchie au sein de la classe. Et une des choses que je dis beaucoup aux élèves de maternelle, c'est que j'entends bien pourquoi ils le font, mais c'est une mauvaise idée, mais c'est contre-intuitif. C'est une très très mauvaise idée de donner des petites étoiles. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une culture en France qui est tellement forte de l'évaluation qu'à partir du moment où vous commencez à donner des petites étoiles, à donner des petites images, ça crée de la comparaison sociale. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, la première chose que les élèves vont se poser, c'est que toi, tu as eu combien d'étoiles ? Et ils vont considérer que ça dit quelque chose sur leurs apprentissages. Et la première chose que les parents vont poser à la fin de la semaine, tu as eu combien d'étoiles cette semaine ? C'est terrible. En fait, il faut qu'on arrive à ce que ça sorte finalement de notre référentiel. Et le seul moyen de le faire, au-delà d'avoir de l'évaluation chiffrée, c'est de trouver un moyen. C'est hyper chronophage, c'est hyper complexe, je ne sais pas comment le faire. Il y a des moments où moi j'ai la chance de pouvoir rester dans l'utopie. Après, il y a la réalité des enseignants qui doivent se dire comment on met ça en place. Mais c'est faire de l'évaluation par rapport à la courbe d'apprentissage de l'élève lui-même. Je vous donne un exemple. Un élève qui commence l'année à 7 sur 20 en mathématiques et qui a 7 sur 20 toute l'année. En soi, il a progressé. C'est-à-dire, il a fait des acquisitions, puisqu'il a toujours 7 sur 20. Il n'a pas eu 7 au début, puis il a 0. C'est-à-dire que vous avez des exigences qui sont de plus en plus importantes au cours de l'année, mais par rapport à son groupe de référence, il a 7. Il a toujours le même classement par rapport à son cours de référence. Mais en fait, il a appris. Mais comment il peut savoir qu'il a appris ? Il n'y a aucun moyen de le savoir, puisque lui, il a 7 toute l'année. Et donc, il faut trouver un moyen pour faire un retour, non pas sur la performance en tant que telle de l'élève, mais sur sa courbe d'apprentissage individuelle. Et ça, le digital, le numérique, le permet. Et donc peut-être que c'est là où le numérique est pertinent. Et il y a beaucoup trop d'élèves par classe, il y a le problème de l'encadrement, il y a le problème que les profs ne sont pas suffisamment payés, il y a le problème de la représentation des enseignants de notre société, et ainsi de suite. Il est déjà 12h23. Allez, une toute dernière question. Allez, une toute dernière question. Pardon, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une remarque, mais parce qu'en fait, ce qui est très, très intéressant à vous entendre, c'est aussi toute la question de l'adolescence, parce que, je veux dire, nous, en tant que parents, en tant qu'enseignants, on a bien vu les réformes à l'école primaire notamment, le plus de devoirs, a priori, effectivement, ils ne sont pas notés, mais qu'en fait, il y a tellement peu de circulation, visiblement, du passage de la primaire au collège, et pour le coup, moi aussi, étant à Paris, après de la question de la carte scolaire et de comment... Enfin, c'est qu'en fait, c'est comme si, de toute façon, tout ce qui avait été mis en place, en fait, à partir du CM2, de toute façon, c'est fini. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui est entièrement remis en cause. Enfin voilà, c'était juste pour dire que du coup... Ça, et on voit bien que le collège, il a un peu bougé, mais pas beaucoup. J'en discutais avec des équipes d'enseignants du collège. Je leur disais, quand on regarde les courbes de bien-être des élèves, en gros, elles augmentent jusqu'au CM2 et elles s'écroulent en 6e. Et ensuite, il faut tout le temps du collège pour qu'elles remontent au niveau qui était le sien à la fin du CM2. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Parce que d'une part, on était les plus grands de l'école, puis on devient les plus petits de l'école. Rien que ça joue sur votre bien-être, parce que vous avez effectivement un risque de menace sociale qui est un peu plus importante pour vous quand vous êtes le plus petit ou quand vous êtes le plus grand. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous leur demandez qu'est-ce qui fait que vous êtes anxieux au collège. Vous savez quelle est la première réponse ? Ils ont peur de ne pas trouver leur salle de cette classe. C'est ça qui leur fait peur. Eh bien, je suis désolé. Dans ces cas-là, la bonne réponse pédagogique, c'est qu'on laisse les élèves dans la même classe et que c'est les enseignants qui tournent. Ça coûte rien comme réforme, ça améliore instantanément le bien-être des élèves, et quand la réponse qui m'est faite par les enseignants, c'est de me dire mais à ce moment-là, on va rentrer dans leur territoire, les bras m'en tombent. Je veux dire, si vous avez peur d'élèves de 6e, mais où est-ce qu'on est ? Je veux dire, et je suis désolé, à partir du moment où c'est leur classe, vous allez avoir beaucoup moins de dégradation. Parce qu'en fait, certes, ils cassent du matériel, mais parce que ce n'est pas leur classe, donc ils s'en foutent complètement. Par contre, si c'est leur classe et qu'ils sont obligés de s'asseoir par terre, ça les fait plus tout rire. Donc ils vont effectivement être
beaucoup plus vigilants à la matériel. Et donc, ça crée un sentiment d'appartenance important. Et si l'idée, c'est de dire, oui, mais quand ils vont être 5 minutes tout seuls, ils risquent de faire faire n'importe quoi, très honnêtement, ça a très bien marché pendant la Covid, il n'y avait pas de problème, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à ce moment-là. Et que quand ils sont dans les couloirs, en fait, ils sont en interaction avec des plus grands et qu'il y a des risques de harcèlement qui sont maximisés quand ils sont en dehors de la salle de classe. Enfin, c'est rien à mettre en place. Et on peut le dire d'abord pour les 6e, moi je le ferai pour 6-5. C'est des petites choses comme ça. Et le bien-être scolaire, on a montré que, dans une étude que je ne vous ai pas présentée, qu'un des facteurs de résilience, le fait que vous réussissiez bien au brevet alors que vous venez d'un milieu social défavorisé, la première chose qui sort, c'est votre bien-être scolaire. Bon, je veux dire, voilà, c'est progrès. On fait des classes de 6e dans lesquelles on laisse les enfants dans leur classe. Bon, peut-être juste pour les TP de physique, on peut imaginer qu'ils aillent en salle de labo. Pour le reste, quand les enseignants me disent « oui, mais moi j'ai plein de matériel », moi je me balade quand même beaucoup dans les collèges, il y a plein de salles de classe dans lesquelles il n'y a rien. Les murs sont nus. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne raison. C'est tout à fait faisable. Et oui, alors j'en parle même pas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes et toutes. Merci